Adi, merci de nous recevoir. Avant de vous interroger sur les dernières semaines un petit peu agitées en rapport avec la DNCG, quel bilan purement sportif vous pouvez faire de ces 5 premiers mois? Écoutez, moi j'estime qu'on a un bilan sportif qui est fort positif. On est promu, on était quatrième la semaine dernière. Aujourd'hui, on est cinquième avec notre match nul que nous avons fait au Puy et avec un très beau match, très très beau match. Les filles sont premières ex aequo avec Toulouse, donc je pense qu'on a un bilan extrêmement positif. Ça, c'est donc pour les équipes, disons, Fagnon, à la fois de la SAS sportive, qui maintenant, je le rappelle, appartient au groupe Friedkin, et pour la SCAN Foot, dont je suis la présidente, qui comprend donc 810 licenciés avec 160 filles. Et nous avons une moyenne féminine qui est le double de celle de la fédération. Concernant la DNCG, je ne vous cache pas qu'observateurs et supporters ont été plutôt surpris par ces 2 points retirés. Qu'est-ce qui a amené cette décision et de quelle manière avez-vous organisé votre défense? Pour quelle raison ils ont été surpris? Parce que de toute façon, ces 2 points, on n'avait rien fait d'illégitime pour avoir 2 points de suspension. Et je pense que la DNCG a eu la sagesse et la sagacité de remettre, disons, l'église au milieu du village, au lieu de les maintenir. Votre proposition de payer une amende de 15 000 € a été acceptée. La DNCG l'a-t-elle perçue comme une garantie, une preuve de la solidité et du sérieux du projet? Non, ce n'est pas 15 000 € qui apportent une solidité. Vous savez, la DNCG est tout à fait lucide. Le groupe Friedkin, qui représente 5 milliards d'euros de fortune personnelle, qui a l'AS Roma qu'ils ont acheté 600 millions, je ne vois pas quelle garantie de plus ils pourraient avoir pour la pérennité du club. Donc la DNCG est complètement rassurée sur la pérennité de la N2. Maintenant, sur l'association sportive que je dirige, je pense que je suis quand même quelqu'un de crédible et je pense que financièrement, ils sont rassurés aussi de ma capacité à faire. Voilà, donc simplement, c'est une différence d'approche comptable à la date de la session au 30 juin sur l'analyse des fonds propres positifs. Voilà, c'est aussi une différence d'approche comptable de la DNCG qui était différente de nos cabinets d'expertise comptable qui, je le rappelle, sont BDO pour les Friedkin, qui est le 5e cabinet comptable mondial, et pour moi, le cabinet Fidal. Nous avions à la fois des experts comptables et des avocats. La masse salariale du club reste-t-elle tout de même encadrée ou le club est totalement libre de faire ce qu'il veut? De toute façon, quand on est promu, elle reste toujours encadrée, mais elle est encadrée. Vous pouvez recruter si vous avez l'assurance d'avoir le budget. C'est ce qui se passe pour la Nationale 2. Un budget mercato sera-t-il alloué cet hiver par le groupe Friedkin a alloué un budget mercato qui va jusqu'au 31 janvier. Alors maintenant, ça c'est sportivement. Il y a un manager général qui est Xavier Bru, qui s'occupe en relais sur place. Avec le staff avec le staff, avec François Torsioli, avec Adrien Pellegrino et 2 autres jeunes stagiaires. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous connaissez un petit peu les demandes de Jean-Noël Cabezas pour oui, cet hiver ils ont des demandes précises et je sais qu'ils sont en plein recrutement pour l'instant, mercato. Après, il faut rester très lucide parce que ce n'est pas parce qu'on va recruter 2 joueurs de plus qu'on va peut-être monter plus vite. Hein. On a déjà un bon groupe, très bon groupe. Avec une épine dorsale qui était celle de l'année dernière, avec des joueurs déjà de talent. Donc là, après, c'est à eux de décider. Oui, mais le groupe Friedkin suit de façon très attentive l'évolution et est prêt à investir. Je répète, ils sont des gens très, très, très sérieux. Oui, parce que la première place est à seulement 4 points, mais il faut regarder aussi un petit peu en bas, avec beaucoup de relégations. Et d'ailleurs, Jean-Noël Cabezas se veut assez prudent par rapport à ça. Tout à fait. Et il ne faut surtout pas tomber dans la zone rouge, et pareil pour les filles d'ailleurs. C'est un championnat qui est comme dans la Nationale 3 d'ailleurs, c'est pareil. Il n'y avait qu'un seul qui montait, puisque la saison d'avant, nous étions le meilleur 2e,
ce qui nous fait une belle jambe, hein, mais on n'est pas monté, alors que nous étions le meilleur deuxième, alors que là, on est monté avec 20 points d'écart et en étant élu champion de France, quoi. Donc, vous connaissez les aléas du football, hein. Ce n'est pas une science exacte. Estimez-vous, Annie Courtat, que les joueurs et le staff, au vu des derniers résultats un petit peu en dents de scie, ont pu être impactés par cette décision de la DNCG? Vous savez, c'est très difficile psychologiquement de se mettre à la place des joueurs. Je sais qu'ils avaient été très surpris et très déçus et qu'ils trouvaient la décision totalement, pour eux, injuste et injustifiée. Là, aujourd'hui, dès qu'ils ont appris, ils étaient de retour dans le bus, ils ont appris la nouvelle, ils se sont tous mis à chanter et tout, ils étaient très heureux. Comme nous d'ailleurs, hein, je peux vous dire. Moi, j'en faisais vraiment... j'ai été... très déçu, vraiment très affecté. Et donc là, tout est bien maintenant. Tout est revenu à la normale. C'est parfait. La Coupe de France aurait pu permettre à la SKM de donner une visibilité nationale à son projet. Est-ce une grosse déception d'avoir été sorti par un club de R1 au port des 32e de finale? Bien sûr. On est sorti au tir au but. D'ailleurs, le même week-end, on a eu les filles et les garçons. Les deux au tir au but. Après, bon, on rate des pénaltys, vous savez que c'est une vraie loterie, hein. C'est qu'on ne devrait pas rater, mais bon. C'était pas notre objectif, la Coupe de France. Ça n'a jamais été notre objectif. Et par rapport à la visibilité, au boost que ça aurait pu amener? Par rapport à la lisibilité, à la visibilité, c'est sûr que... mais je vous rappelle que la saison d'avant, on était allé beaucoup plus loin. Et on a eu après une baisse de régime, on a eu des blessés, on a eu... donc c'était... On ne peut pas courir longtemps de lièvres à la fois, hein. Là, toutes les équipes Fagnon, elles restent concentrées sur le championnat. L'actionnaire et vous-même gardez entièrement confiance envers Jean-Noël Cabezas et son staff, malgré les derniers résultats? Écoutez, c'est à l'actionnaire de le dire, puisque c'est l'actionnaire qui dirige et qui est le propriétaire du club. C'est à lui... pour l'instant, il fait confiance et on verra les résultats, hein. Mais après, c'est lui qui est décisionnaire. Ils sont plutôt discrets, mais on les a quand même aperçus à quelques matchs depuis le début de saison. Parlez-nous un petit peu de leur état d'esprit actuel. Ah ben, ce sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux, qui sont très... nous, on voit Ryan, qui est le fils, donc, et qui s'occupe de l'AS Roma, qui est très, très impliqué dans le football, ainsi que l'autre fils, Corbin. En fait, je vous rappelle que sur les 74 dossiers de reprise que nous avons, avec de toutes nationalités, australiens, africains, français, américains, on les avait donc dans la shortlist gardés dans la besace parce que c'était eux qui représentaient à la fois le projet sportif le plus crédible, le plus mature et aussi la solidité financière pour avoir les moyens de son ambition. Eux, ils veulent monter. Hein, dès cette saison? On rêve tous de monter cette saison, mais des promus qui montent tout de suite, on n'en connaît pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y a Bastia, mais autrement, on n'en connaît pas beaucoup, hein. Après, il y a tellement de paramètres qui interfèrent dans le football que c'est difficile. Mais c'est sûr que tout le monde rêve de monter le plus rapidement possible. Et déjà de se sortir de ces championnats N3 et N2 où il y a 5 relégables et un seul qui monte, quoi. C'est ce qui est un peu un non-sens. La dernière fois que nous nous étions rencontrés, le club venait tout juste d'être racheté. Qu'est-ce qui a changé structurellement parlant au sein du club? Eh bien, au sein de la Nationale 2, c'est toujours Xavier Bru qui dirige, épaulé par François Tensioli, membre du directoire. Du directoire et notre jeune salarié Adrien Pellegrino. Donc il n'y a rien qui, pour l'instant, a changé, à part que, de toute façon, les décisions à prendre importantes et les décisions financières, elles appartiennent au groupe Friedkin. Voilà. Et moi, quant à moi, je reste attaché à l'équipe et je serai là toujours un supporter assidu et fidèle. Voilà. Donc, en plus, il y a quand même, vous le savez, il y a toujours une interpénétration très, très forte entre l'association et on occupe les mêmes locaux, on utilise les mêmes structures, on se connaît tous, on échange, on est présent. Donc, pour l'instant, facialement, il est difficile de dire que les choses ont changé, et pourtant, il y a un nouveau propriétaire. Néanmoins,
Il se murmure qu'un nouvel manager général pourrait arriver prochainement. Que pouvez-vous nous dire à ce écoutez, sujet? de toute façon, Xavier Bruck, le manager général, est bénévole depuis des années. Ça fait 7 ans qu'il est bénévole. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance, justement, d'avoir quelqu'un de bénévole s'occuper tous les jours de la marche d'un club. Mais il est évident qu'il ne souhaitait pas, lui, rester, de toute façon, plus avant. Et donc, le groupe Friedkin a décidé de procéder par un cabinet de recrutement à un manager général. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Trop tôt pour l'évoquer. Ah oui, c'est trop tôt pour l'évoquer, puisque pour l'instant, il n'y a personne qui a été nommément recruté. Il est peut-être un peu trop tôt aussi pour l'évoquer au vu de l'écart de niveau entre les deux clubs, mais des synergies communes sont-elles amenées à se développer avec l'AS Roma? Écoutez, ça, il faudra les interroger eux quand vous les verrez, hein, mais je pense qu'ils ont un projet, et je pense que le fait d'avoir l'AS Roma, c'est sûr qu'ils vont développer, enfin moi c'est ce que je ferai pour eux, hein, ils vont développer une synergie commune avec leur club phare, qui est l'AS Roma, c'est quand même une institution. Pour terminer, quelques mots sur les filles qui brillent aussi en championnat D3. Quelles seront les ambitions pour cette deuxième partie de saison? Bien écoutez, on a été déçus parce que normalement elles devaient monter en D2 et puis que le championnat a été modifié et qu'il y a eu cette nouvelle section D3 qui a été créée, intermédiaire. Bon, évidemment, on rêve toujours aussi de monter, mais je répète qu'on est aussi promu. Hein. Elles ont, enfin moi j'ai encore vu dimanche, j'ai assisté au match là, on a gagné 6-0. Contre Latte. Elles ont une envie, une technique, une rapidité, une intelligence de jeu vraiment surprenante. Hein. Vraiment très, très plaisant à voir aussi. Et moi, je suis vraiment. Et les spectateurs qui sont là, ils sont enchantés de les voir évoluer. Est-ce que les bons résultats de l'équipe féminine donnent-ils envie justement à l'actionnaire de s'investir aussi, pourquoi pas, auprès des filles où c'est prématuré? Écoutez, moi, c'est une demande forte que je formule et un rêve que je caresse, parce qu'ils auront les moyens de monter au plus haut, d'autant plus qu'ils ont à l'AS Roma une équipe féminine extrêmement performante qui a gagné la Coupe d'Europe, hein, qui est extrêmement performante, et ça serait une synergie de rêve. Et j'espère qu'ils reprendront également la section féminine de l'équipe phare. Et ça serait idyllique d'avoir à la fois les deux équipes Fagnon qui soient sous l'égide du groupe Friedkin qui aura les moyens de leurs ambitions pour monter au plus haut. C'est un train à prendre pour eux aussi, d'autant que le football féminin ne cesse de progresser en ce moment. Absolument. Là, je suis allé il y a 3 semaines à Marseille, où Jean-Michel Aulas venait nous expliquer que sa volonté de créer une section professionnelle féminine dont il prendra la tête, hein, puisque hier, vous avez vu, ou avant-hier, il a été nommé vice-président de la fédération et qui ne brigue pas la présidence de la fédération, mais il a toujours eu, chevillé au corps et au cœur, cette envie de valoriser le sport féminin. Et la Ligue Méditerranée m'avait dit d'être présente à cette réunion pour intervenir, comme d'ailleurs Hervé Renard m'a demandé d'aller à Clairefontaine pour intervenir au mois de février devant l'équipe de France féminine. Vous savez combien je suis attachée, hein, parce que j'ai été pendant 25 ans présidente du Racing Club de Cannes, où on reste encore à ce jour toujours le club le plus titré filles et garçons, tous sports confondus, puisqu'on a gagné 43 titres dont, en 25 ans, dont 2 Coupes d'Europe des champions. Et moi, c'est vraiment le sport féminin, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour le valoriser au même titre, de façon juste, justifiée, légale, légitime, de la même façon que le club, que le sport masculin. Un dernier mot, Annie, concernant les supporters. Ils vont être nombreux à nous écouter. Un petit mot à leur dire? Moi, je les trouve formidables. Voilà. Ils sont turbulents, certes. De temps en temps, ils me font faire du souci parce que je me demande jusqu'où ils peuvent aller dans leur enthousiasme. Débordant, quelquefois. Mais tout le monde trouve extraordinaire d'avoir ce groupe de supporters que nous avons, aussi nombreux, aussi motivés. Et je les en remercie vraiment profondément de leur attachement au club. Parce que quand vous les écoutez, quand vous les entendez, parce que moi je discute avec eux chaque fois que je les vois, il n'y a pas de problème, aucun problème, au contraire.
je trouve qu'ils sont vraiment le 12e homme sur le stade. Et moi, je m'émerveille de les entendre vociférer, s'égosiller de la première minute du match jusqu'à la fin, même quand on est en position délicate. Voilà, et je les en remercie vraiment profondément. Merci Nicolas. Merci. Merci à vous.